Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux aujourd'hui d'être rejoint par le professeur Michael Hudson, un économiste de renom et également l'auteur de quelques excellents ouvrages sur l'économie politique. Merci donc d'être de retour dans l'émission. Eh bien, merci de m'avoir invité, Glenn. Eh bien, ce qui est intéressant avec Trump, c'est qu'il se présente, je suppose, comme un président de la paix, du moins dans ses campagnes. C'est-à-dire, il a condamné les guerres sans fin au Moyen-Orient. Et à son crédit, il a été l'un des rares à pouvoir critiquer la guerre en Irak tout en restant en lice. Il a également critiqué l'OTAN pour avoir provoqué la guerre en Ukraine, ce qui suggère que, vous savez, nous devrions reconnaître nos propres torts, au moins comme voie vers le compromis et la paix. D'un autre côté, on ne peut s'empêcher de remarquer que ces critiques sont souvent motivées par le fait que ces guerres coûtent très cher. Et cela soulève la question de savoir s'il est vraiment un homme de paix ou s'il cherche simplement un meilleur retour sur investissement. Encore une fois, si l'on parcourt ces différents discours depuis les années 1980, il répète sans cesse « Nous aidons à protéger le monde, cela nous coûte trop cher, ils devraient nous payer ». Donc, voyez-vous cela? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il veuille réduire l'empire ou simplement obtenir un meilleur retour sur investissement? Eh bien, le plan de paix de Trump est en réalité très simple. Il voulait un cessez-le-feu à des conditions qui équivaudraient pratiquement à une reddition de la Russie face à l'OTAN. La Russie arrêterait de se battre, et l'Allemagne, l'Angleterre et la France déploieraient leurs troupes. Les Ukrainiens continueraient d'attaquer et installeraient des missiles prêts à frapper Moscou, ce qui reviendrait à une escalade de la guerre et à la prise de l'Ukraine. La Russie perdrait. Il a un plan de paix similaire pour Gaza. Comme il l'a dit, tuez-les tous. Alors il y aura la paix. Il n'y aura plus personne pour se battre. Et son idée de paix avec l'Iran était tout aussi simple. Pas d'enrichissement. Laissez entrer les inspecteurs pour qu'ils sachent où se trouvent tous vos sites militaires ou d'enrichissement potentiel, afin que les Américains et les Israéliens puissent les bombarder. Coup d'État et pro-rétrécissement de régime. Son idée de la paix et le plan le plus agressif causerait à voir n'importe quel président américain. Mais il sait que la plupart des électeurs aux États-Unis sont contre la guerre à Gaza. La plupart des électeurs sont contre la guerre en Ukraine. Ainsi, son idée de la paix, c'est nous allons simplement vaincre tous les ennemis et ensuite nous aurons la paix. C'est assez grossier, mais c'est ça en résumé. Son plan pour rendre l'Amérique à nouveau grande est tout aussi simpliste. J'hésite à dire quel est réellement son plan, car si j'essaie d'en donner un sens, vous verrez qu'il n'en a pas, et vous penserez que c'est moi qui n'ai pas de sens. Donc si vous pouviez poser des questions sur des aspects particuliers du plan que vous voyez, alors je les discuterai et j'expliquerai pourquoi ils fonctionneront ou non, ou comment ils fonctionneront. Eh bien, tu as soulevé un point intéressant. Nous n'avons pas besoin d'aborder celui sur le Moyen-Orient, qui est assez intéressant, car si l'on veut la paix ou le profit, alors bien sûr, nettoyer ethniquement toute la bande de Gaza et en faire une sorte de Riviera du Moyen-Orient, mais évidemment l'économie au-dessus de tout ce qui pourrait être considéré comme une paix juste. Mais je pensais que nous pourrions peut-être nous concentrer sur l'accord que les États-Unis concluent avec l'Ukraine, c'est-à-dire l'accord sur les minerais. J'imagine que le principe de cet accord, qui est désormais signé, bien sûr, est que l'Ukraine cède le contrôle d'une grande partie, voire de la moitié de ses ressources naturelles. Cela rendrait les intérêts américains et ukrainiens indissociables. Cela garantirait que l'Amérique serait toujours là pour l'Ukraine. C'est la garantie de sécurité dont l'Ukraine a vraiment besoin. Comment interprètes-tu cela?
Eh bien, l'idée d'obtenir réellement des ressources ukrainiennes, et Trump a mentionné spécifiquement les terres rares, était une illusion dès le départ, comme l'ont souligné tous les scientifiques et économistes. Son idée était que si l'on pouvait prendre la ressource numéro 1, il disait « Nous voulons que la centrale atomique de Zaporizhia soit sous direction américaine. Cela permettrait simplement de contrôler qui reçoit l'électricité. » De toute évidence, l'électricité serait envoyée vers l'ouest, en Ukraine, et non vers l'est, en Russie, et la centrale serait utilisée essentiellement comme un monopole. En ce qui concerne les terres rares, leur extraction est tellement coûteuse qu'il n'y a aucun avantage économique à les posséder. Le seul avantage serait que les soi-disant mineurs seraient en réalité des soldats américains se faisant passer pour des mineurs. Je pense que s'il y a quelque chose à saisir en Ukraine, l'Ukraine qui restera après que la Russie aura terminé ses opérations militaires, c'est la terre elle-même. Et déjà, l'Oakland Institute, ici, aux États-Unis, a montré combien d'investisseurs américains achètent des terres agricoles ukrainiennes. Donc en gros, l'économie ukrainienne qui subsistera sera déjà en grande partie détenue par des étrangers et non par des Ukrainiens. Toute cette idée revient donc à une reddition. Et la manière dont Trump a organisé ce consortium économique pour investir et se partager les profits est la suivante. L'Ukraine fournit les ressources et en principe dépense une partie de l'argent pour les développer. Les Américains dépenseront de l'argent, mais la contribution américaine est comptabilisée en incluant toute la valeur des armes que les États-Unis envoient à l'Ukraine. Ce sont des armes vendues à des prix exorbitants, avions, missiles et chars américains. Le coût de ces armements que l'Amérique envoie est si élevé qu'en réalité, l'Ukraine ne tirera pratiquement aucun bénéfice de l'agriculture, de l'exploitation minière ou d'autres ressources. Et Zelensky lui-même, lorsque le plan a été annoncé pour la première fois, a déclaré qu'il s'agissait du patrimoine de l'Ukraine. Il devait servir à financer la reconstruction du pays. Il a presque prononcé une dénonciation éloquente expliquant pourquoi cela ne fonctionnerait pas. Je pense donc que tout cela relevait dès le départ du fantasme. Trump aime se complaire dans les fantasmes, surtout lorsqu'il peut en tirer un quelconque avantage. On peut imaginer qu'une partie de l'investissement consisterait en un nouvel hôtel à Kiev, un Trump Hotel. Cela semble être une telle distraction que cela n'a pratiquement aucun rôle dans ce qui se passe réellement dans le monde. Oui, c'est étrange. Les choses qui font la une. Par exemple, Trump, qui obtient un nouvel avion lors de son voyage au Moyen-Orient. Mais certaines d'entre elles sont assez significatives en termes de... Comme vous l'avez souligné, c'est une approche très transactionnelle. C'est-à-dire que les Européens découvrent aussi que si vous acceptez d'acheter beaucoup d'énergie ou d'armes américaines ou quelque chose qui profite aux ventes des États-Unis, il est alors plus facile de gagner la faveur de Trump et d'obtenir des retombées plus favorables en matière de politique étrangère. Mais à certains moments, cela semble aussi provoquer un retour de bâton et aliéner certains pays. Par exemple, nous avons vu le Japon, je n'ai jamais vu le Japon depuis la guerre, s'affirmer face aux États-Unis et réellement tenir tête. Eh bien, le langage qu'ils utilisent maintenant est assez différent, dans le sens où ils disent qu'ils ne veulent pas être extorqués par les États-Unis. Et encore une fois, il y a aussi une certaine confusion, je pense, concernant l'approche américaine, qui consiste à demander aux Japonais « Qu'êtes-vous prêts à nous donner ?» Et alors, je ne sais pas, comment peut-on comprendre cette relation économique transactionnelle, si ce n'est comme une relation d'extraction? Et comment cela affecte-t-il les partenariats? Parce qu'on pourrait aussi bien sûr étendre cela à Taïwan dans une certaine mesure. Oui.
Trump a expliqué ce qu'il entend par une transaction. Il a dit que l'Amérique doit gagner et tirer le meilleur parti de toute transaction. Il a promis de ne conclure aucune transaction dans laquelle les États-Unis ne gagneraient pas et où leurs adversaires, c'est-à-dire le reste du monde, perdraient. Cela a donc toujours été sa tactique de négociation et la façon dont il s'est enrichi, généralement en trahissant ses alliés, ses fournisseurs, ses sous-traitants et bien sûr ses banques qu'il n'a pas payées. Son approche transactionnelle est très agressive envers les autres pays. Dans le cas du Japon, il a pratiquement maintenu les droits de douane de 25% sur les exportations automobiles japonaises. Et cela signifie que Nissan, Toyota et d'autres constructeurs automobiles japonais ne pourront plus exporter leurs voitures comme auparavant. Cela met les entreprises automobiles japonaises en difficulté. Je pense que le Japon, depuis toujours, d'après mon expérience avec les PDG d'entreprises japonaises, a toujours eu un plan B au cas où la relation avec les États-Unis ne fonctionnerait pas. Et le plan B a toujours été, eh bien, si cela ne marche pas avec les États-Unis, nous nous tournerons vers la Chine. Et je pense que le Japon a effectivement commencé à engager des discussions. Je suppose qu'ils ont parlé avec les Chinois et ont dit, eh bien, si nous ne pouvons plus exporter nos voitures vers les États-Unis, de toute évidence, nos exportations sont bloquées. Nous avons effectivement beaucoup de dollars. Supposons que nous réorientions notre économie vers la vôtre. Y a-t-il un moyen pour que les objectifs chinois et japonais convergent? Je pense que le Japon possède, et que certaines de ses entreprises possèdent, des usines automobiles en Chine. Il est très possible qu'ils discutent d'une sorte de réalignement, notamment commercial. Je n'en ai aucune idée. Mais je sais que cela a été l'approche japonaise. C'était déjà une approche japonaise il y a de nombreuses années, lorsque j'y étais. Et je suppose que le pur intérêt géoéconomique va les amener à se demander, eh bien, si nous sommes exclus du marché américain, où allons-nous aller? Et quel est l'endroit le plus logique pour eux? L'Asie voisine. Donc, je pense qu'ils réfléchissent à cela. Leur menace explicite était, eh bien, nous sommes les plus grands détenteurs de titres du Trésor américain. Et comme vous l'avez remarqué hier, le rendement des obligations du Trésor à 30 ans a presque atteint 5%. Cela n'était jamais arrivé depuis de nombreuses décennies. Lorsque Trump dit « nous », c'est-à-dire le « nous » royal Trump, il a l'intention de faire baisser le dollar, pensant que cela rendra les exportations industrielles américaines plus compétitives grâce à la dévaluation. D'une certaine manière, cela indique aux investisseurs, eh bien, si vous détenez des titres du Trésor américain et qu'ils ont déjà perdu 5 ou 6% depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, s'ils baissent encore de 6%, cela signifie que tout intérêt que vous percevrez sur les obligations américaines sera effacé. Ce n'est pas une façon d'attirer les investissements étrangers vers le dollar. Il y a toujours un désir de sécurité, mais il y a aussi un désir de rendement. Et fondamentalement, Trump dit aux autres pays, eh bien, vous n'allez pas pouvoir générer de revenus à vos conditions grâce au dollar, mais il y aura de la sécurité ici, parce que l'une des exigences que nous imposons dans nos lois tarifaires et nos négociations bilatérales, c'est que nous allons mettre sur liste noire tout pays qui rejoint les BRICS ou tout autre groupe cherchant à proposer une alternative au dollar. Cela fait donc partie de son système globalement agressif. C'est comme si Trump avait déclaré une guerre économique et une guerre financière à d'autres pays, en plus de la guerre militaire de facto qu'il promeut sous couvert de paix, une guerre pour la paix. On l'appelle le département de la défense, et non plus le département de la guerre. C'est vraiment une illusion.
Je pense que non seulement le Japon, mais aussi la Corée, je crois que les Japonais ont discuté avec la Corée, qui rencontre un problème similaire concernant ses exportations automobiles vers les États-Unis. C'est la même chose pour leurs ordinateurs et leurs produits électroniques. Vous savez, que pouvons-nous faire avec l'électronique? Que pouvons-nous faire pour faire face à cette agression commerciale américaine? Et qui sait ce qu'ils essaient d'imaginer? Mais je pense qu'ils cherchent une alternative. Et quand on commence à chercher, on finit généralement par trouver une solution. Je suis quelque peu sceptique quant aux décisions qui ont été prises depuis le jour de la libération, quand il a, libéré les États-Unis de, Dieu sait quoi. Mais c'est tout de même curieux, car on fait souvent remarquer que le dollar est la chemise la plus propre du panier à linge. Ce qui suggère que, oui, le dollar a plein de défauts, mais qu'il n'existe pas de bonne alternative. Mais dans cet effort pour affaiblir le dollar, afin de rendre l'industrie américaine plus compétitive à l'export, il était évidemment prévisible que cela finirait, je suppose, par miner le statut des États-Unis en tant que monnaie de réserve. Car on veut un dollar fort, si l'on souhaite qu'il soit une monnaie de réserve. Mais on le veut faible en même temps, pour avoir une économie tirée par les exportations. Mais comment cette stratégie affaiblir le dollar? Autrement dit, salir encore plus sa propre chemise. Comment ce succès dépend-il du fait de rendre les autres chemises du panier encore plus sales en menaçant les BRICS? Désolé, c'était peut-être un peu trop d'analogie, mais est-il possible pour les États-Unis d'affaiblir leur dollar sans éliminer les alternatives? Eh bien, vous utilisez le mot « prévisible ». Vous pouvez le prévoir, et moi aussi. Mais supposons que vous travaillez au sein de l'administration Trump, au Trésor ou au département d'État. Si vous faisiez le genre de prédiction au sein de l'administration Trump que vous et moi faisons, on vous dirait que vous n'êtes pas dans l'équipe. Ce n'est pas une prédiction qui nous aide. Pourriez-vous revoir votre prédiction? Ou si vous dites que les États-Unis vont perdre, le patron dira « Y a-t-il une raison pour laquelle vous voulez que les États-Unis perdent? Avez-vous un préjugé qui vous pousse à souhaiter la défaite des États-Unis? Pourquoi examineriez-vous les façons dont les États-Unis pourraient perdre? Vous devez rejoindre notre équipe. » Donc, même si quelqu'un pouvait réfléchir par lui-même et suivre la logique que vous, moi et vos autres invités avons décrite dans votre émission, ce n'est pas une stratégie pour progresser dans la bureaucratie administrative américaine. Trump s'est imposé comme un tel tyran, avec une telle vindicte envers ceux qui le critiquent, qu'il n'existe pratiquement plus de voie alternative. Des gens qui diraient « Et si cela ne fonctionnait pas ?» ou « Quels sont les éventuels défauts? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner dans tout cela ?» Je pense donc qu'une grande partie de ce qui se passe, pour reprendre les mots avec lesquels le New York Times commence presque tous ses articles, personne n'aurait pu s'y attendre. À la surprise générale, c'est-à-dire à celle de leurs journalistes à œillères, qui auraient pu prévoir que le plan tarifaire, le plan économique et le plan budgétaire tourneraient aussi mal. Eh bien, cela tourne mal, et il n'aurait pas été difficile de le prévoir si l'on prend en compte que d'autres pays agissent dans leur propre intérêt en réponse à ce que fait l'administration Trump et les Américains. Mais les Américains, c'est comme si tout ce que fait Trump reposait sur l'idée « voilà ce que nous allons faire », et les autres pays n'ont vraiment pas la possibilité de réagir, car s'ils le font, nous leur imposerons simplement des sanctions. Des règles punitives leur nuiront d'une manière ou d'une autre. C'est la seule chose que Trump et la politique étrangère américaine en général ont à offrir. Nous nuirons aux autres pays qui prennent des mesures ne se conformant pas à la politique américaine de contrôle unipolaire que nous voulons. Et j'imagine que cela s'appelle de l'hubris.
Oui, je fais toujours remarquer que c'est une stratégie très temporaire, car on peut bien sûr menacer quelqu'un de ne pas se diversifier et de rester dépendant de vous. Mais encore une fois, lorsque l'arme que vous utilisez pour menacer est justement leur dépendance à votre égard, avec le temps, c'est un peu comme les BRICS. Si les BRICS se dédollarisent, l'Amérique punira tous les membres des BRICS. Mais évidemment, on ne veut pas être trop dépendant des États-Unis. Donc je pense que cela avait déjà été prédit dès les années 90, comme la façon dont l'unipolarité ou la primauté mondiale prendrait fin, c'est-à-dire que l'hégémon en déclin serait obligé d'utiliser de façon plus agressive son contrôle administratif sur l'économie internationale pour empêcher l'émergence de centres de pouvoir concurrents. Mais lorsque l'hégémon en déclin utilise ou abuse de sa position privilégiée dans le système international, cela ne fait que créer des incitations pour le reste du monde à commencer à se diversifier et même à s'équilibrer collectivement face à lui. C'est pourquoi j'ai toujours pensé qu'il serait judicieux pour les États-Unis de s'adapter d'une certaine manière afin d'occuper une position préférable dans un système économique plus multipolaire. Mais ces espoirs, bien sûr, sont depuis longtemps révolus, je pense. Pourtant, cela aurait été bien plus bénéfique, à mon avis. Une fois qu'une relation d'adversité se développe entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis perdent, la Chine perd, et finalement le monde entier y perd aussi. Mais sur le sujet de la Chine, il ne semble pas que tout soit uniquement lié à Trump sur cette question. Beaucoup des politiques de Trump. Avant que vous ne posiez une question sur la politique envers la Chine, je voudrais commenter ce que vous venez de dire. Désolé, allez-y. Parce que voici le problème. Trump croit vraiment que les autres pays dépendent individuellement des États-Unis, et comme il le dit, qu'ils sont désespérés de conclure un accord. Il a affirmé que l'économie russe s'effondre à cause des effets de la guerre, qu'elle est dans une impasse et qu'elle est désespérée de conclure un accord pour sauver Poutine de cette hémorragie. C'était la théorie que la Rand Corporation avait exposée au début de la guerre de l'OTAN contre la Russie il y a quelques années. Et Trump croit vraiment que la guerre a épuisé la Russie et qu'elle est désespérée de parvenir à un accord. Avant de renégocier les droits de douane avec la Chine, il disait que la Chine était désespérée de conclure un accord avec nous. Regardez le chômage que subissent actuellement ces exportateurs. Maintenant que nous avons fermé le marché américain à ses jouets, ses poupées et toutes les autres choses dont il a parlé à propos de la Chine. C'est comme s'il pensait que la Chine était désespérée, alors qu'en réalité, la Chine connaît une croissance bien supérieure et que l'économie américaine se contracte. C'est la même chose avec l'Europe et les pays du Sud global. Il croit que les autres pays ont besoin du marché américain et qu'ils n'ont pas d'alternative. C'est comme ce que Margaret Thatcher disait, il n'y a pas d'alternative. Eh bien sûr qu'il y a une alternative. Et il la cherche. Vous avez brièvement mentionné la dédollarisation. Je pense qu'il est actuellement très difficile pour le Japon, la Chine et d'autres pays de commencer à réduire les dollars qu'ils possèdent déjà. Il semble qu'ils aient réduit leurs avoirs en dollars assez rapidement. Cependant, ils ne vont pas accumuler davantage de dollars. Leurs avoirs se sont stabilisés et les nouveaux excédents de la balance des paiements qu'ils réalisent ne sont plus recyclés vers le Trésor américain. Ils achètent soit de l'or, soit investissent les uns chez les autres d'une manière ou d'une autre, en accordant des prêts ou en effectuant des échanges de devises. Mais il est évident que, même s'ils disent « Eh bien, nous étions dépendants par le passé parce que nous avions besoin de l'économie américaine », il ne semble pas aujourd'hui que l'économie américaine va beaucoup croître ou offrir des opportunités commerciales ou d'investissement. Alors, à quoi bon avoir des dollars si ce n'est pour conserver nos économies?
what do we need dollars for except to hold our savings? And if we hold our savings in them, Et si nous conservons nos économies dans ces devises, la valeur des économies libellées en dollars, en euros, en yens ou dans d'autres monnaies va diminuer. Ce n'est donc pas seulement que les autres pays n'ont plus besoin du marché américain. Ils affirment qu'il n'y a tout simplement plus de là-bas, qu'il n'y a plus de marché américain sur lequel fonder des espoirs de développement. Et cela ne concerne pas seulement la Chine, à propos de laquelle vous allez poser une question, mais aussi la Russie, les BRICS, l'Europe et tous les autres pays. Je pense qu'ils réagissent tous de la même manière. Comment allons-nous remplacer notre dépendance passée envers les États-Unis maintenant que fondamentalement, nous n'avons plus le marché américain ni l'économie américaine comme véhicule d'investissement? Comment allons-nous faire cavalier seul? Non, ce sont les bulles qui se forment en l'absence de toute critique des décisions économiques. C'est quelque chose de profondément préoccupant, mais ça dépasse un peu le cadre de l'économie, je pense. J'ai remarqué la même chose. Si vous soutenez que la Chine peut évidemment se diversifier loin des États-Unis, qu'on ne peut pas leur faire pression, on vous répond souvent, eh bien, c'est ce que les Chinois veulent que vous pensiez, donc vous les soutenez. C'est pareil avec les Russes. J'ai soutenu, eh bien, ils peuvent se diversifier face à nos sanctions. Nous ne pouvons pas nous diversifier d'eux. Eh bien, c'est ce que dit Poutine. Comme si votre loyauté dépendait d'adhérer à leurs illusions sur l'origine du pouvoir économique. Mais ce que je voudrais demander à propos de la Chine, c'est que je suis tout à fait d'accord pour dire que Trump, dans une large mesure, a lancé cette guerre économique lors de sa première présidence. Mais il est également vrai que Biden a vraiment redoublé d'efforts en interdisant les puces, ce qui, encore une fois, a été un signal clair envoyé à la Chine pour dire que nous sommes prêts à, eh bien, essayer de détruire votre économie. Nous n'accepterons pas votre croissance supplémentaire. C'est donc assez spectaculaire. Et encore une fois, le message n'a pas échappé aux Chinois. Je sais que Trump essaye de contrebalancer cela. J'aime la Chine, vous savez, avant qu'il ne commence à les critiquer. Mais ce n'est pas seulement une question de Trump, comme je l'ai dit. Alors à quel point, selon vous, les gens aux États-Unis surestiment-ils l'ampleur de l'antipathie mondiale envers la Chine? Parce qu'il semble que la Chine soit souvent traitée comme une sorte d'URSS 2.0. Mais encore une fois, la façon dont j'entends Washington parler de la Chine, je ne retrouve pas ce discours ailleurs, même en Europe, qui a pourtant tendance à reprendre ce que dit Washington sur la question chinoise. Ils sont beaucoup plus, disons, mesurés. Donc, dans quelle mesure ou pourquoi pensez-vous que les États-Unis surestiment ou supposent que le monde partage toute leur hostilité envers la Chine? Peut-être que « haine » n'est pas le mot juste, mais ce rejet de la Chine. Eh bien, quand vous demandez « que pensent les États-Unis », tout dépend de la personne à qui vous vous adressez. Supposons que vous parliez à NVIDIA, le fabricant de puces. Vous pouvez constater que la tentative de Biden de bloquer l'exportation de puces de NVIDIA vers la Chine a conduit le dirigeant de NVIDIA, Huang, à déclarer « Eh bien, on vient de nous priver d'un tiers de notre marché qui se trouve en Chine. Si nous n'avons pas le marché chinois pour vendre nos puces parce qu'il est bloqué, deux choses vont se produire. Premièrement, ils vont développer leurs propres puces. C'est l'effet des sanctions. Lorsque vous sanctionnez un pays, il ne se contente pas de souffrir et de se passer de ce que vous sanctionnez. Elle développe toujours sa propre tentative d'autosuffisance face à toute sanction qui la vise. La Russie, lorsqu'elle a été sanctionnée dans le domaine agricole, a développé ses propres industries de légumes et de produits laitiers. La Chine fait de même. La Chine a été avertie il y a des années de la stratégie de Biden.
que, tu as raison, Trump poursuit également. Et elle a déjà pris des mesures pour commencer à développer l'indépendance de ses propres industries clés. De plus, comment parviennent-ils eux-mêmes à obtenir un pouvoir de monopole, de sorte que, finalement, ce sont les États-Unis et d'autres pays qui dépendent de la Chine pour les matériaux d'aimant en terres rares, pour toutes sortes d'électronique et de puces, et pour toutes ces choses dont nous entendons parler. Ainsi, l'administration, comme nous l'avons évoqué plus tôt dans l'émission, imagine en quelque sorte que nous prendrons une mesure et que les autres pays, la Chine, ne réagiront pas. Mais bien sûr, la Chine a une réponse. Premièrement, elle essaie de réorienter ses exportations vers d'autres pays, et il se peut qu'elle n'exporte plus de poupées ou de jouets vers les États-Unis, mais elle dispose de main-d'œuvre sur les chaînes d'assemblage. On peut voir que les dirigeants du parti et les industriels réfléchissent. À quoi pouvons-nous employer cette main-d'œuvre, si ce n'est pour fabriquer de l'artisanat et des produits industriels destinés à l'exportation vers les États-Unis? Eh bien, ils vont observer ce dont les autres pays ont besoin pour leur développement, et ils veulent développer le marché intérieur. L'un des problèmes que la Chine rencontrait avec son marché intérieur était que lorsque vous donnez plus d'argent aux salariés, soit ils l'épargnent pour leur retraite, c'est-à-dire pour soutenir leur famille lorsque celle-ci vieillit, soit ils achètent des voitures. Et la première chose qu'une famille faisait pour améliorer son statut économique par la consommation était d'acheter une voiture. La Chine semble, si ce n'est trop, avoir trop de voitures. Il est très difficile de conduire une voiture à Pékin ou dans d'autres villes chinoises. Et la réponse de la Chine a été de dire « Très bien, nous allons développer un système de transport public si performant que les gens n'auront plus besoin de voitures. » Ils disposent d'un excellent réseau de métro dans de nombreuses villes, et bien sûr, ils ont les trains à grande vitesse entre les villes. Ils essaient donc de proposer une alternative à cela. Mais la Chine se demande, que pouvons-nous offrir à notre propre population avec toute cette main-d'œuvre dont elle dispose? Et si ce n'est pas pour notre propre population, alors les populations de nos pays voisins devraient en bénéficier. Ainsi, ils prévoient, disons, de réorganiser leurs usines en fonction des accords commerciaux qu'ils pourront conclure avec les pays voisins, avec les pays du Sud global et avec d'autres pays. Et ils disposent de suffisamment de réserves en dollars et d'autres réserves étrangères pour pouvoir supporter une interruption de leur balance commerciale et d'autres soldes d'investissement. Ils peuvent se permettre d'attendre simplement les 9 mois, ou plutôt je crois que c'est 3 mois maintenant, que Trump a annoncé pour négocier avec d'autres pays des accords commerciaux, ou tout accord qu'il conclut avec un pays, comme il l'a fait avec l'Angleterre il y a une semaine, exige que ce pays accepte de ne pas commercer avec la Chine ni d'y investir. Le pays doit accepter de rejoindre l'Alliance américaine et de tenter d'isoler l'économie chinoise. Eh bien, ce que cela signifie pour l'Angleterre et l'Europe, c'est qu'ils s'isolent du contact avec l'économie chinoise et renoncent au marché à la croissance la plus rapide du monde, l'Asie de l'Est, afin de lier leur avenir commercial et d'investissement au marché en déclin des États-Unis, de l'Europe et d'autres économies satellites. C'est un accord qui ne va pas dans l'intérêt de la majorité de la population européenne, mais qui peut servir les intérêts politiques personnels de dirigeants comme Starmer en Angleterre, qui doivent leur position à l'ingérence américaine dans les processus politiques anglais et européens pour promouvoir des dirigeants soutenant un monde unipolaire dominé par les États-Unis et non l'indépendance de leur propre pays et de leurs électeurs. Independence for their own countries and their own voters. I think this
Je pense que cet effort pour pousser les pays à adopter une nouvelle politique de bloc, une mentalité du nous contre eux, va clairement à l'encontre des intérêts de tous les pays. Il existe de réelles opportunités lorsqu'il y a de nombreux centres de pouvoir, comme on le voit dans des pays du monde entier. Leur aspiration est de diversifier leur dépendance économique afin de ne pas devenir excessivement dépendants des États-Unis. Et je pense que c'est là que, s'ils tombent dans cet accord avec les États-Unis, nous allons nous couper des Chinois, dépendre uniquement des États-Unis. Alors ces pays seront sous la coupe des États-Unis. Et comme vous l'avez dit, pendant la guerre froide, c'était une chose d'être lié à l'économie dominante et incontestée. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, s'attacher au mauvais cheval et se couper du reste du monde n'est pas idéal. Et j'imagine que c'était aussi là où la Chine a un certain avantage, parce qu'elle n'impose pas d'ultimatum au pays. La Chine n'a jamais vraiment dit à un pays « soit vous entretenez une relation commerciale avec nous, soit avec l'Amérique. Il faut choisir ». Cela semble tout simplement être un pari perdant. Donc partons du principe qu'ils vivent encore dans le passé, qu'on est encore dans les années 70 ou 80. On ne sait pas trop d'où cela vient. Mais bref, ma dernière question portait simplement sur l'alternative réelle qui pourrait émerger. Parce que souvent, les BRICS sont présentés comme la principale institution susceptible de faciliter une autre architecture économique. Bien sûr, il y a des problèmes. Une monnaie commune, par exemple, je n'y crois pas. Mais qu'en pensez-vous? Voyez-vous le potentiel des BRICS ou pensez-vous que leur heure de gloire est déjà passée? La caractéristique distinctive de ce que Trump a fait ces derniers mois, c'est que c'est irréversible. Il a désormais changé le monde d'une manière qui ne peut pas revenir en arrière. Je ne pense pas que Trump s'en soit rendu compte. Sa façon de négocier consistait à lancer une grande menace. Nous allons faire ceci. La menace vise à semer le chaos dans le commerce et l'investissement des autres pays, puis à dire « Voilà ce que je demande. Trouvons un compromis. Rencontrons-nous à mi-chemin. » Ces menaces sont destinées à effrayer les gens pour qu'ils se demandent « Que va-t-on faire ?» Puis ils se disent « Au moins, Trump a reculé. » alors qu'il sait que les exigences qu'il pose au tout début ne sont qu'une position de départ. C'est ainsi que fonctionnent les agents immobiliers. Ils proposent un prix bas pour le bâtiment, vous en voulez un élevé, puis ils s'entendent sur un prix intermédiaire. Mais c'est pas ainsi que ça se marche au Brésil, la diplomatie internationale. That's not how international diplomacy works. Other countries have realized that Trump is actually... D'autres pays ont compris que Trump est en réalité tout à fait sérieux lorsqu'il s'agit d'imposer le chaos à d'autres nations si elles ne renoncent pas à leur politique, tout simplement. Ils se rendent désormais compte qu'ils doivent avoir une alternative. Ils ne pourront pas revenir au monde tel qu'il était il y a quelques mois, avant le jour de la libération. Et cette irréversibilité les a poussés à dialoguer ensemble. J'ai parlé à pas mal de personnes liées au mouvement des BRICS. Le problème c'est, quel sera leur programme? Il faut une stratégie. Comment vont-ils réorganiser leur commerce et leurs investissements? Et ils n'ont pas vraiment de doctrine, comme l'économie politique classique du 19e siècle. Adam Smith, John Stuart Mill, tout cela était un plan. Comment développer l'Angleterre et la Grande-Bretagne en tant que puissance industrielle? Eh bien, Nombre se de débarrasser de la classe des propriétaires fonciers. Il fallait aussi éliminer les monopoles. Et les Allemands ont dit, eh bien, nous devons éloigner la banque de la banque usuraire. Nous devons utiliser la banque pour industrialiser l'économie. L'économie classique était leur plan pour avancer. Les BRICS n'ont pas de doctrine similaire sur la manière d'avancer dans le commerce. Et un problème, m'a-t-on dit, c'est que la plupart des économistes qu'ils embauchent pour élaborer un plan commercial et d'investissement sont des économistes formés aux États-Unis qui ne sont pas formés à une alternative au néolibéralisme.
C'est tout l'objet de l'économie académique américaine aujourd'hui, une sorte de vision en tunnel. Et jusqu'à présent, il n'y a rien de la part des pays des BRICS qui constitue une doctrine complète sur la façon dont ils vont se développer. Il n'y a même pas d'analyse sur ce qui a permis à la Chine de croître aussi rapidement, de moderniser son économie et d'élever son niveau de vie aussi vite. Eh bien, pour moi, la clé réside dans le fait que la Chine a suivi la stratégie originelle du capitalisme industriel en créant une économie mixte, une économie publique-privée. Le rôle du secteur public était d'empêcher les monopoles d'augmenter les prix et de rendre l'économie moins compétitive. Ils ont fait cela en maintenant les transports, les communications et l'éducation dans le domaine public. Comme l'expliquaient les économistes américains dans les années 1890, le rôle de l'investissement public est d'être un quatrième facteur de production, mais il n'a pas pour but de générer du profit. L'objectif de l'investissement public dans les infrastructures est de fournir ces services soit gratuitement, soit au moins de façon subventionnée, soit à prix coûtant. Vous ne voulez pas privatiser les monopoles naturels comme les transports et les communications, car si vous le faites, les propriétaires privés vont imposer des rentes de monopole et alourdir ces monopoles avec des coûts du secteur privé que les gouvernements n'ont pas. Ils vont pratiquer des prix si élevés que votre économie, si elle est privatisée, finira comme l'Angleterre de Margaret Thatcher. Au lieu de ressembler aux États-Unis de la fin du 19e et du début du 20e siècle, avec une infrastructure remarquable fournissant des services à bas prix qui permettaient à l'industrie américaine de vendre moins cher que les autres pays. Les employeurs industriels américains n'avaient pas à payer leur main-d'œuvre suffisamment pour qu'elle puisse acheter des biens de monopole, payer des loyers élevés, comme c'est le cas aujourd'hui, ou devoir supporter un service de la dette au Tang aujourd'hui. Eh bien, je n'ai vu aucune discussion au sein des BRICS sur ce qui a rendu les États-Unis, l'Allemagne et d'autres pays, jusqu'à la Chine, tellement plus efficaces économiquement, à savoir qu'ils se sont débarrassés des charges économiques superflues. Et la réponse, si l'on est un économiste classique, c'est qu'ils ont libéré leurs économies de la rente économique. Ils ont essayé de les libérer de la rente foncière, de la rente de monopole, et ils les ont libérés du poids financier du crédit. La Chine a gardé la création monétaire et le système bancaire essentiellement entre des mains publiques. Et cela signifie que la Chine ne possède pas un secteur financier domestique qui gagne de l'argent par des moyens purement financiers, au lieu de créer de la monnaie pour financer directement des investissements dans tout, de l'immobilier au chemin de fer en passant par d'autres infrastructures. Eh bien, c'est ce que l'Allemagne a fait à la fin du 19e siècle. D'une certaine manière, c'est aussi ce que les États-Unis ont fait. Il n'y a eu aucune discussion sur les raisons pour lesquelles les leaders industriels du monde, il y a un siècle, sont devenus si prospères qu'ils ont transformé leur excédent commercial industriel en excédent financier, devenant ainsi les principales nations créancières, en plus d'être les principales nations industrielles. Il n'y a eu aucune discussion sur la théorie de la valeur et des prix, qui était la clé de l'économie classique. Le prix représentait l'excédent des charges par rapport à la valeur, et la différence constituait la rente. La rente était un ajout au coût de production. La rente foncière était perçue par les propriétaires terriens pendant leur sommeil, comme l'a dit John Stuart Mill. Eh bien, c'est la même chose pour les investisseurs financiers. Ils perçoivent des intérêts pendant leur sommeil. L'objectif de la Chine, qui se définit comme le socialisme aux caractéristiques chinoises, pourrait être décrit comme le capitalisme industriel aux caractéristiques chinoises. Et cela parce que le capitalisme industriel, de la Grande-Bretagne à l'Allemagne, en passant par les États-Unis,
évoluait vers le socialisme. Les investissements publics que l'Europe et les États-Unis ont réalisés dans les infrastructures sont ce que l'on appellerait aujourd'hui des transports socialisés, une éducation socialisée ou une socialisation de toute activité. L'idée de cet investissement public socialisé était exigée par les capitalistes industriels parce qu'elle réduisait leurs coûts salariaux, diminuait leurs coûts de production et créait une économie à bas coût et à bas prix, car il s'agissait d'une économie sans rente, leur permettant de vendre à des prix inférieurs à ceux des autres pays. Eh bien, je ne vois aucun mouvement parmi les pays des BRICS qui disent « Nous ne pouvons pas vraiment nous développer si nous avons des intérêts bancaires détenus par les Américains et les Européens qui cherchent à tirer des profits financiers de notre industrialisation. Nous voulons que les retours financiers soient réinvestis dans de nouveaux investissements tangibles pour accroître la formation de capital, les usines, l'éducation, les services publics et le niveau de vie, exactement comme l'Occident l'a fait et comme la Chine, de Gokul de Sergin. Et c'est parce que je pense que les économistes des BRICS n'ont pas étudié l'économie classique. Il y a eu une contre-révolution, il y a un siècle, contre l'économie classique, menée en Amérique par John Bates Clark et en Europe par les Autrichiens et les théoriciens britanniques de l'utilité, affirmant qu'il n'existe pas de rente économique. Chacun mérite les revenus et la richesse qu'il possède. Il n'y a pas de revenus non mérités. Le propriétaire foncier joue un rôle productif. Et si vous regardez les statistiques du produit intérieur brut américain, la majeure partie du PIB des États-Unis n'est en réalité pas du tout productive. Cela inclut les frais d'intérêt, y compris les pénalités de retard. C'est considéré comme un profit. Si vous êtes en retard dans vos paiements à une banque et que vous êtes facturé des pénalités de retard et que vous finissez par payer 29%, c'est un profit. Le loyer foncier est considéré comme un service productif. Les rentes de monopole sont incluses dans la production. Donc, toute l'idée de comment faire croître notre PIB, si vous êtes un pays des BRICS et que vous ne faites pas de distinction au sein du PIB, eh bien, qu'est-ce qui est vraiment un produit et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors vous n'aurez pas les lignes directrices qu'ont suivies les Chinois, et avant eux, les industriels américains, allemands, français et tous les autres. C'est là le problème. Ils essaient de réinventer la roue sans se rendre compte qu'une grande partie du travail théorique a déjà été réalisée au XIXe siècle, avec l'émergence initiale du capitalisme industriel et de l'économie classique comme doctrine pour guider la transformation en nation industrielle compétitive. Ce genre de discussion, je ne la vois pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a également manqué. J'espérais un débat économique plus approfondi au sein des BRICS, notamment sur la question de savoir dans quelle mesure, par exemple, le modèle économique industriel du capitalisme, selon Hamilton Leibniz, s'imposerait. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas vraiment le cas. Michael Hudson, merci beaucoup pour votre temps, je vous en suis reconnaissant. Merci de m'avoir invité à discuter de ces sujets, Glenn.